J'ai 81 ans et je veux te raconter quelque chose que beaucoup de mères n'admettent jamais. Si tes enfants ne viennent pas te rendre visite, ne les supplie pas, ne téléphone pas en pleurant et ne te mets pas dans le rôle de la victime. Après avoir passé 40 ans à être la mère qui disait toujours oui, celle qui ne posait jamais de limites, celle qui était disponible à toute heure, j'ai appris une leçon qui m'a brisé intérieurement. Supplier l'amour détruit la dignité qui nous reste encore. J'ai élevé 4 enfants seuls, en leur donnant tout ce que je pouvais. Avec le temps, j'ai compris que j'étais devenu cette obligation qu'ils évitaient. C'est alors que j'ai fait quelque chose qui me terrifiait. J'ai cessé de les appeler. Ce qui s'est passé ensuite m'a enseigné la leçon la plus dure de ma vie. Si tu t'es déjà senti invisible au sein de ta propre famille, si tu as compté les minutes jusqu'à ce que tes enfants arrivent, ou si tu as laissé des plats préparés que personne ne mange, ce message est pour toi. Reste avec moi, abonne-toi et laisse-moi un commentaire si cela te parle, car il se peut que tu aies besoin d'entendre qu'il est acceptable d'arrêter d'attendre. Je m'appelle Carmen, et pendant 40 ans, j'ai cru être la mère parfaite. Qu'est-ce que cela signifie? Que je ne disais jamais non, que je ne me plaignais jamais et que je ne demandais jamais rien en retour. Je suis devenu une ombre qui existait uniquement pour faciliter la vie de mes enfants. Mais il y a eu un jour où j'ai pensé avoir atteint le jackpot de la maternité. C'était en mai 2010 et Carlos, mon fils cadet, obtenait son diplôme universitaire en ingénierie, tout comme son frère Miguel. J'étais assise sur une chaise pliante en métal, applaudissant jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, entouré de l'odeur de cire pour sol et de café dilué des distributeurs automatiques. Autour de moi, des familles entières prenaient des photos. Parents, grands-parents, frères et sœurs, tous célébrant avec cris et larmes de joie. J'étais seul, mais cela ne me dérangeait pas. À ce moment-là, j'ai pensé, j'ai réussi. J'ai élevé 4 enfants sans l'aide de leur père et regarde-les. Réussis, éduqués, de bonnes personnes. Carlos est monté recevoir son diplôme avec ce sourire qu'il avait depuis l'enfance, le même qu'il affichait quand je lui faisais ses empanadas préférées. Assise sur cette chaise inconfortable, je me suis sentie comme la femme la plus puissante du monde. J'avais réussi à élever des enfants indépendants. Je croyais que tout avait parfaitement fonctionné. Les dimanches de lait sont devenus mon jour sacré. Pendant 15 ans, je mettais la table pour 8 personnes, bien que bien souvent seuls 2 ou 3 arrivent. Je commençais à cuisiner tôt. Riz au poulet pour Anna, haricots noirs pour Miguel et manioc frites qui rappelaient l'enfance de Sofia. Et toujours sans faute, je préparais un flan à la noix de coco pour le dessert. La cuisine se remplissait de vapeur et je nettoyais les mêmes comptoirs encore et encore, en regardant par la fenêtre pour voir arriver une voiture familiale. Le rôti séchait sous la chaleur de l'après-midi, mais je continuais à les attendre, pensant qu'ils s'étaient peut-être arrêtés en chemin ou qu'ils arriveraient plus tard. Je rangeais les plats dans 4 récipients différents, un pour chaque enfant, au cas où, même si la plupart du temps, ils finissaient par être jetés. Cependant, quand ils arrivaient, tout en valait la peine. Je me souviens d'un après-midi d'août où Anna a amené sa fille aînée pour lui apprendre à plier les draps. Là, nous étions les 3 générations de femmes de la famille, riant parce que les coins n'étaient jamais parfaits. Anna sentait ce parfum élégant qu'elle a commencé à porter lorsqu'elle a commencé à travailler à la banque, mêlé à l'odeur de l'adoucissant. La lumière de l'après-midi traversait mes rideaux jaunes, teintant tout d'une dorure chaude qui semblait éternelle. Ma petite fille avait 8 ans et m'appelait grand-mère Carmen, me demandant des histoires de quand sa mère était petite. En les regardant, je me suis dit, je leur apprends. Elles grandissent, et ensuite elles reviennent chercher plus de leçons. J'étais leur port sûr. Tout semblait parfait, comme cela devait l'être, ou du moins, comme j'avais besoin que ce soit. Mais alors, j'ai remarqué que quelque chose commençait à changer. Les visites devenaient plus courtes, les appels plus brefs. Et aussi fort que j'essayais de m'accrocher à la routine, je ne pouvais pas contrôler cette nouvelle distance avec de la nourriture maison ou des souvenirs d'enfance. Peu à peu, l'amour d'une mère commençait à se sentir invisible. Le premier signe était si subtil que je l'ai presque manqué. Pendant des années, Miguel m'appelait tous les mardis pour parler de son travail, des enfants, du temps ou de tout sujet quotidien entre mère et fils. Mais un mardi, il a simplement dit « Maman, je ne peux pas parler maintenant » et a raccroché avant que je puisse lui raconter les résultats de mon rendez-vous chez le cardiologue. Le ton occupé bourdonnait dans mes oreilles comme une guêpe. Je suis resté debout,
le téléphone à la main pendant plusieurs minutes, me demandant si j'avais dit quelque chose de mal, si j'avais trop parlé. J'ai pensé qu'il était peut-être occupé et qu'il appellerait le lendemain pour demander de mes nouvelles, mais ce ne fut pas le cas. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à chronométrer chaque visite comme si je pouvais les contrôler. Les réunions familiales ont diminué au fil des ans. 2 heures à Noël, à peine 1 heure pour mon anniversaire, et 45 minutes lorsqu'un nouveau petit enfant naissait et qu'il venait m'annoncer la nouvelle. Les câlins devenaient précipités, les « je t'aime maman » sonnaient plus comme des excuses que comme de l'affection. J'ai commencé à répéter des conversations dans ma tête, essayant d'être plus intéressante, plus utile. Je me demandais si je devais parler du travail de mes enfants, de leurs enfants, ou si cela serait trop intrusif. Jour après jour, je me répétais que c'était normal, qu'ils étaient occupés avec leur propre famille, que cela faisait partie de l'éducation d'enfants indépendants. En décembre 2020, j'avais déjà acheté des cadeaux pour mes 4 enfants et mes 7 petits-enfants. Je les avais emballés dans leurs couleurs préférées et les avais placés sous le sapin dès le 1er du mois. Le salon ressemblait à un magasin de jouets après une explosion. Les lumières du sapin brillaient sur les paquets pendant que je prenais mon café dans ma tasse qui disait « La meilleure maman du monde ». Un cadeau d'Anna quand elle avait 12 ans. Ce Noël-là, personne n'est venu. Les excuses familiales étaient « l'année prochaine, sûrement ». Mais je ne comprenais toujours pas, me blâmant, croyant que si je faisais plus, donnais plus ou avais besoin de moins, peut-être que les choses changeraient. Tout est devenu plus angoissant lorsque Sophia a eu un petit accident en voiture. J'ai entendu les sirènes près de chez elle et je l'ai appelée 3 fois en 1 heure, laissant des messages de plus en plus désespérés. Finalement, elle m'a répondu par un message. « Maman, s'il te plaît, arrête ». Mes mains tremblaient alors que je composais son numéro une fois de plus. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac pendant que j'attendais qu'elle réponde et ma bouche avait un goût de métal. J'ai réalisé que je devenais la mère que j'avais juré de ne jamais être. Collante, anxieuse, dépendante. J'avais peur de perdre quelque chose d'important, mais la vérité était qu'ils n'avaient plus besoin de moi. J'étais devenu un fardeau qu'ils évitaient poliment. La réalité m'a frappé de plein fouet le jour de mon 80e anniversaire. J'avais préparé un gâteau, acheté des chapeaux de fête, arrangé l'appareil photo pour les photos. Carlos est arrivé 45 minutes en retard, avec un bouquet de fleurs acheté à la station-service, encore dans son emballage plastique. La chaleur d'août faisait fondre le gâteau, et je faisais semblant de ne pas voir l'étiquette de prix sur le bouquet. Les chapeaux de fête semblaient ridicules alignés sur ma table vide. « C'est de la pitié », ai-je pensé, tandis qu'il me serrait dans ses bras exactement 3 secondes. Ce n'était pas de l'amour, c'était une obligation. Il était là par culpabilité, pas par désir. 3 semaines plus tard est venu le coup final. J'ai appris via Facebook que la fille d'Anna avait gagné un concours d'orthographe. Les photos de la célébration auxquelles je n'avais pas été invité brillaient sur l'écran bleu de mon ordinateur dans mon salon sombre. Je pouvais entendre la télévision de la voisine et les émissions de concours avec des rires qui me donnaient envie de crier. Je murmurais à l'écran « 46 ans. 46 ans, je leur ai appris à lire. Je les ai aidés avec leurs devoirs. Et maintenant, ils ne m'incluent même pas dans les réussites de leurs enfants. J'étais devenue une étrangère dans ma propre famille, et le pire, c'est que je le savais. Je connaissais la vérité depuis des mois, peut-être des années, mais il était plus facile de faire semblant que tout allait bien que de l'affronter. Ce soir-là, à Noël, je l'ai enfin compris. J'étais seul dans ma cuisine, regardant un jambon pour 8 personnes, et mon reflet dans la fenêtre sombre. Les 8 chaises vides m'entouraient comme des juges silencieux. Personne ne viendrait. La maison sentait le clou de girofle et la déception, et le téléphone rouge accroché au mur semblait prononcer mon jugement. Même le sapin de Noël semblait honteux. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à voix haute la vérité. Je leur ai appris à voler et maintenant ça m'étonne qu'ils aient déquitté le nid. Ce n'était pas qu'ils ne m'aimaient pas, c'est que j'étais devenu l'obligation qu'ils évitaient. Sais-tu comment on se rend compte que son propre enfant vous considère comme un fardeau? Quand ils arrivent pour ton anniversaire, avec des fleurs de station-service et restent juste le temps nécessaire pour ne pas se sentir coupable. Quand tu les vois dans le parking du supermarché et qu'ils font semblant de ne pas te voir. Quand ta petite fille t'appelle grand-mère, mais que son père se souvient qu'ils ne peuvent pas rester longtemps avant d'enlever leur manteau. Ce soir de Noël, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin.
contemplant le jambon préparé pour 8 personnes et comptant les serviettes rouges que j'avais pliées avec tant de soin pour un dîner qui n'a jamais eu lieu. Et alors je l'ai compris, avec une douleur qui m'a brisé l'âme. C'est moi qui avais causé cela. Je leur avais appris que maman serait toujours là, qu'elle ne se plaindrait jamais, qu'elle n'aurait jamais de besoins propres, qu'elle existait uniquement pour faciliter leur vie. Je leur avais appris à me prendre pour acquise et ils avaient parfaitement appris la leçon. Le 2 janvier, à 6 heures du matin, je me suis levé en chemise de nuit et j'ai débranché ce téléphone rouge. Je l'ai arraché du mur à 2 mains et le petit craquement du plastique a brisé le silence de manière étrange. Le silence qui a suivi ne semblait plus vide mais pur, comme le moment après avoir cessé de retenir son souffle. Je ne supplierai plus jamais l'amour, ai-je dit à ma cuisine vide. Je ne vais pas me rétrécir pour me faufiler dans les coins de leurs vies occupées. Et pour la première fois en 40 ans, je me suis senti libre. C'est étrange de réaliser que tu as vécu pour les autres si longtemps que tu ne sais même plus qui tu es. Pendant des semaines, ma première pensée en me réveillant n'était plus « à qui vais-je téléphoner aujourd'hui ?» mais « que veux-je faire aujourd'hui ?» C'était effrayant et, en même temps, merveilleux. J'ai arrêté d'acheter de la nourriture pour 8, de nettoyer la maison comme si j'attendais des visites, de vérifier le téléphone toutes les 5 minutes. Et quelque chose de surprenant est arrivé. La maison ne semblait plus vide, elle m'appartenait. Mes voisins l'ont remarqué. Doña Rosa d'à côté m'a dit « Carmen, tu as l'air différente, plus détendue. » Je ne savais pas comment lui expliquer que j'avais arrêté d'attendre, que j'avais cessé de vivre dans le futur conditionnel, à me demander quand les enfants viendraient. À la place, j'ai commencé à vivre au présent. Aujourd'hui, je planterai des tomates. Cet après-midi, je lirai. Ce soir, je cuisinerai juste pour moi. Je ne les aimais pas moins. J'ai simplement commencé à m'aimer moi-même. Et ça, j'ai découvert, c'était quelque chose que j'avais oublié de faire. Mais il y avait une dernière leçon que le silence devait m'enseigner. 6 mois plus tard, je plantais des tomates dans mon jardin quand je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire. Je ne les cultivais pour personne d'autre, ni en pensant à qui les mangerait. Je les plantais juste pour le plaisir de voir quelque chose pousser. La terre était fraîche sous mes ongles. Un cardinal s'est posé sur la clôture et a chanté une note claire et pure. Et le soleil réchauffait mes épaules comme pour m'approuver. Pendant que je plaçais les petites plantes dans leurs trous, j'ai pensé « J'existe au-delà de ce qu'ils ont besoin de moi. J'étais une personne entière avant d'être mère, et je le suis encore maintenant. Quand ai-je fait quelque chose juste pour moi, simplement parce que cela me rendait heureuse? Pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ni parce qu'on me le demandait, mais juste parce que je le voulais. Je ne m'en souvenais pas, jusqu'à ce jour-là, plantant des tomates pour personne d'autre que pour moi. Depuis janvier, chaque matin, je continuais à polir le téléphone rouge par habitude, mais sans attendre qu'il sonne. Je le regarde comme un vieil ami qui m'a appris quelque chose d'important. La lumière du matin traverse le plastique et le rend presque transparent. Mon café a meilleur goût quand je n'attends pas d'interruption. La maison ne semble plus vide. Elle m'appartient. J'ai appris que l'amour ne se mesure pas aux appels ni aux visites. Je les ai aimés suffisamment pour les laisser partir. Maintenant, je m'aime suffisamment pour les laisser rester loin. La nuit dernière, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé d'eux. J'ai rêvé de moi à 25 ans avant que Miguel ne naisse, debout sur une plage que je n'avais jamais vue, dans une robe jaune que je n'avais jamais eue, riant de quelque chose dont je ne me souvenais plus en me réveillant, mais dont je me souvenais de la sensation de liberté. Pas la liberté de ne pas avoir de responsabilité, mais la liberté d'exister sans me justifier, d'être en paix, sans culpabilité. La liberté de ne pas être la mère parfaite, car il s'avère que la mère parfaite est invisible, et je suis trop vieille maintenant pour rester invisible. Cet après-midi, je vais appeler Doña Rosa pour lui demander si elle veut marcher dans le parc. Pas parce que je suis seule, ni parce que j'ai besoin de compagnie, mais parce que j'aime son rire et parce que le parc est magnifique en février. Et si l'un de mes enfants apparaît, il sera le bienvenu. Mais je ne les attends plus, car j'ai enfin compris quelque chose qui m'a pris 81 ans à réaliser. Le véritable amour n'a pas besoin de spectateurs. Le véritable amour n'a pas de score. Et le véritable amour commence à la maison, avec soi-même. Enfin, après toute une vie, je suis chez moi avec moi-même, et cela suffit. Plus que suffisant. C'est tout ce dont j'avais besoin.